On va parler des besoins spécifiques de l'enfant. Ses yeux sont plus fragiles que ceux d'un adulte. Alors, docteur Couder, c'est quoi cette fragilité ? Alors, il faut différencier deux choses. Il faut différencier le côté, je dirais, visuel, hein, donc la formation de la vision de l'enfant, donc la petite enfance, qui exige justement une attention, un soin, et la fragilité à la lumière et autres, qui, à mon avis, est secondaire. Pardonnez-moi, mais c'est un problème technique, certes, mais c'est un problème secondaire par rapport au dépistage, la prévention, l'amblyopie, etc. C'est évident qu'un enfant, par exemple, qui a une divergence, on ne les dépiste pas, les divergents. C'est un enfant qui va être sensible à la lumière. Donc, on va rejoindre tout notre processus. Mais en amont, il faut d'abord dépister que l'enfant qui a un problème, qui ne regarde pas droit, qui se met de biais, qui se frotte les yeux, a un problème bioculaire ou oculaire, enfin, ou d'une dominance ou quelque chose. C'est ça qu'il va falloir dépister en premier. Ensuite, on va pouvoir s'attacher aux problèmes techniques. Pardon, Annie, si je dis la chose à l'avance. Mais je pense que de toute façon, c'est complètement lié, mais que ça ne peut pas être dissocié. D'accord. On dit d'ailleurs que 95% des amblyopries prises à temps se règlent. 95% avant 4 ans. Voilà. Il reste plus que 5% après. Voilà. Mais je dirais même encore plus. Si on en a la chance de les avoir avant 18 mois, 2 ans, c'est presque 100%. Et c'est presque pas de strabisme. Enfin, il ne resterait que les strabismes, comment dirais-je, supranucléaires. Mais les strabismes, voilà. Donc c'est là où l'opticien joue un rôle de sensibilisation, c'est ce que vous disiez, Geoffroy, auprès des crèches, etc. Dans ce que vous disiez, c'est-à-dire que avant d'aborder un enfant, quand on va l'équiper, il faut le faire jouer, parce qu'il faut l'introduire dans notre monde. C'est ça le secret. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut avoir et du temps et de l'espace. Et de l'espace. Et même nous, pour l'examiner, on ne peut pas examiner un enfant. J'ai examiné samedi dernier un bébé d'1 an. Première chose que j'ai fait, je l'ai fait jouer, je l'ai amené. Et après, elle a rigolé avec moi. Elle s'est occupée complètement pas de ce que je faisais, des tests, etc. Donc, il y a tout un système qui font que on voit justement donc de ces pathologies très tôt. Donc, effectivement, donc l'opticien, lui, ne peut pas dépister en tant que tel. Ça ne rentre pas dans ses missions. Mais par contre, il peut sensibiliser les professionnels de la petite enfance justement à une gestuelle spécifique d'un enfant qui verra pas bien, quelque chose comme ça. D'accord. Et je peux me permettre d'ajouter quelque chose. Pardon, c'est que en fait, tout le monde pense strabisme, ce qui se voit. Mais il y a tous les petits problèmes dont je vous ai parlé, justement de dominance d'un œil par rapport à l'autre qui ne se voit pas et qui vont atterrir chez vous avec des prescriptions de plus 0,50. Et souvent, on dit, je reviens plus 0,50, pourquoi ? Alors que ce plus 0,50 est fondamental pour rééquilibrer entre un œil droit et un œil gauche. D'accord. Donc tout ça est aussi important. Bien sûr. Pardon. Pas de problème. L'opticien, il a vraiment un rôle à jouer parce que c'est vrai que les personnes qui voient l'enfant au quotidien, que ce soit les nounous, que ce soit les crèches, etc., n'ont pas forcément conscience effectivement de l'importance d'aller voir un ophtalmologiste le plus vite possible, effectivement. Et je pense que l'opticien, il a vraiment intérêt à sensibiliser ces personnes-là. Donc effectivement, il y a toute la problématique du dépistage, puis après une fragilité qui est intrinsèque aux yeux des enfants. Annie Rodriguez, donc le cristallin est plus transparent. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi cette fragilité est importante et comment donc en effet, on est bien d'accord. Toute la compensation, en général, on l'est. Tout ce qu'il faut faire en amont est important parce que si vous prescrivez un verre de lunettes, c'est parce qu'il y a une action vraiment à mener. Et je suppose qu'ensuite on parlera de l'importance de la monture parce que une prescription avec une lunette au bout du nez, ça va pas servir à grand chose. Ça ne sert à rien sans celui des opticiens. Voilà. Et puis après on peut parler de l'autre partie que vous citiez tout à l'heure. C'est en effet, oui bien sûr, le cristallin de l'enfant qui ne joue pas son rôle de filtre jusqu'à l'âge de 8-10 ans. Donc le cristallin chez l'adulte arrête complètement les ultraviolets. Là les ultraviolets ne sont pas arrêtés et arrivent jusqu'à la rétine. Et on parle de plus en plus maintenant de la problématique de la lumière bleue. Alors je précise bien la lumière bleue nocive, celle qui tourne autour de 400-430. La fameuse lumière bleue violette. Et là, on sait que ces paramètres-là, en tout cas l'influence de cette lumière, ce sont des effets cumulatifs. Donc nous préconisons en effet puisqu'il est possible de le faire maintenant, de protéger. Et c'est même à titre préventif finalement les yeux des enfants de la lumière qui nous entoure, parce que le plus important de la lumière bleue nocive, c'est la lumière du jour, la lumière du soleil, mais la lumière que l'on reçoit maintenant aussi à l'intérieur par les LED blanches froides qui nous éclairent et les LED qui sont utilisés dans les PC, les smartphones
et autres. Et puis on sait très bien que dès l'âge de 3 ans, pour être tranquille, papa va prêter son iPad au petit. Bah c'est bon, voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Donc en fait, ce que l'on préconise nous, c'est de faire porter à ces enfants dès le plus jeune âge des verres qui vont filtrer l'intégralité des ultraviolets sur la face avant et sur la face arrière du verre, bien sûr. Et bien sûr la possibilité de préserver cette rétine toute jeune contre les effets néfastes de la lumière bleu-violet, tout en laissant passer cette fameuse lumière bleu turquoise dont on a tous besoin pour être, allez, on va dire, en pleine forme. Effectivement, il y a la problématique des yeux des enfants qui, on vient de le voir, sont plus fragiles que ceux des adultes. Mais il y a aussi les visages et les modes de vie d'un enfant qui sont pas ceux d'un adulte non plus. Donc François, vous, quels sont les grands principes qui dictent l'élaboration de vos montures pour l'enfant? Je dirais que la première chose, c'est peut-être le matériau. On a toujours été un petit peu en avance en France parce que donc au niveau des dépistages, vraiment on les fait tôt. C'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays. On a la chance aussi d'avoir des remboursements qui sont bien étudiés pour les enfants. Ce qui fait qu'on a toujours eu de belles lunettes en France pour les enfants. Je pense surtout à des montures en acétate avec des formes hautes qui remontent bien entendu assez haut. On disait que les enfants c'était peut-être jusqu'à 12 ans et je dirais même que bon, il y a eu une période où pour les ados on avait des formes un peu rectangulaires basses et ça c'était vraiment pas terrible. Et je crois qu'on en est revenu avec ces formes un peu plus papillons. Voilà. Les Ray-Ban nous a sauvés. Harry Potter et Ray-Ban nous ont sauvés. Voilà. C'est vrai que c'est souvent lié à des phénomènes de mode comme ça. Absolument, voilà. Absolument. Les nez aussi étudiés avec le pont bas, les tenons bas, les longueurs de branches naturellement, faut être assez vigilant en fonction de la taille de l'œil. Voilà, des couleurs aussi, on fait très attention aux couleurs qui soient aussi. On essaye de pas faire trop d'écailles ou de noir parce que vraiment vous faites choisir. On a fait plusieurs fois des tests sur des présentoirs avec des enfants. Vous mettez une rouge au milieu de qu'est-ce qu'ils vont ils vont sauter sur la rouge bien entendu. Voilà, et puis au niveau du style aussi, on a de la chance où la mode nous aide actuellement avec des grandes formes. Donc on n'hésite pas des petites filles de 8-10 ans aussi d'avoir des grandes formes, peut-être même quelquefois un peu grandes, mais comme ça monte haut, c'est recommandé. Voilà. Donc c'est vraiment les points sur lesquels on insiste. Et puis, faut quand même s'intéresser à la partie la plus difficile, c'est les bébés. Les bébés, et là, avec De Metz, là récemment, donc on vient de lancer une petite collection pour les 0-3 ans, sans partie métal, tout en bi-injection, donc un peu de clarté, des formes de bébés qui montent haut et incassables. C'est vraiment un plus. Après, on sait que ce ne sont pas des grosses ventes, mais c'est un produit que, en tant que spécialiste de l'enfance, devait d'avoir dans nos collections. Alors, il y a un opticien qui nous a posé une question sur les montures enfants en disant que le talon d'Achille, c'était l'ouverture des branches à ressort trop faible. Enfin, plus qu'une question, c'est une remarque. Que lui répondez-vous? Le point de faiblesse d'une monture, parce que les enfants les arrachent de la tête, c'est le flex, enfin c'est la charnière. Donc si on pouvait se passer de flex, ça casserait moins, sauf que c'est un confort formidable pour l'enfant. Je rajouterais bien que si on prend deux marques enfants, Hello Kitty par exemple et Cars, comme par hasard, on a le double de SAV en Cars. Parce que c'est surtout sur les charnières. Voilà, c'est une marque affectionnée par les petits garçons et petites filles. Ouais. Ça veut pas dire qu'ils sont forcément plus aventuriers, etc. Mais ils prennent sûrement moins soin de leurs lunettes et ça, elles cassent 2 fois plus. Je sais pas si vous avez cette constatation. Mais c'est vraiment le point de faiblesse. Nous, on a une organisation très particulière pour s'occuper des enfants. On fait 600 à 800 SAV par jour. C'est énorme. C'est incroyable. Et on peut dire que les 2 tiers de notre SAV sont pour les collections garçons et 1 tiers pour les collections filles. Mais alors qu'on en vend le même nombre.
Mais c'est très important de pouvoir réagir au niveau du SAV dans les 2 jours. Bon, la deuxième paire nous a aidés quelquefois, donc en servant de dépannage pour les enfants particulièrement. Mais c'est un sujet difficile. Expérience de mère, de petit garçon porteur de lunettes, 2 paires, il casse les 2 en même temps. Je vois Isabelle que apparemment c'est des sujets que vous connaissez ô combien. Ô combien. Donc vous, quels sont les types de montures que vous préconisez, que vous proposez sur l'enfant? Alors tout d'abord monture plastique. Ça. Uniquement plastique. Ah oui. C'est au moins jusqu'à 7 ans. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. Il n'y aura même pas de vente. Ah oui, de toute façon nous avons la chance aujourd'hui d'être dans une mode de monture plastique. Vous arrivez à dire non aux parents qui veulent absolument du métal? Oui, tout à fait. Il faut. De toute façon, non, je ne ferai pas de vente de monture métal aux enfants, ça c'est clair. Alors évidemment, on l'explique, nous l'expliquons aux parents pourquoi, et nous ne sommes pas catégoriques dans d'autres langages. Nous essayons de les convaincre, mais généralement, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc uniquement, effectivement. Uniquement monture plastique combat, qui soit bien montante. Et en effet, quand vous êtes spécialiste de l'enfant, vous équipez des bébés à partir de 5 mois et parfois des bébés aussi prématurés, donc avec des tout petits visages. Et donc nous avons besoin de ces toutes petites lunettes. Avec soit un nez, soit enfin au niveau du nez qui soit très très bien travaillé, et surtout même pas de branches flex, de charnière on va dire métallique, et nous apprécions quand tout est vraiment en plastique, aucune partie métallique. Un bébé, il y a un petit point supplémentaire à ajouter, c'est l'appui au niveau des tempes. Oui. Ça, c'est souvent un problème parce qu'on arrive bien à adapter le nez, mais ça ne va pas au niveau après. Ce sont des grosses têtes, et donc parfois il faut travailler, il faut fabriquer des entre 2 montures. Enfin, tenons déportés un petit peu, voilà. Tenons déportés permet de donner un petit point technique, mais je pense que c'est souvent tenons déportés, et aussi ce système un peu d'ouverture dans la branche, de la souplesse de la branche qui permet de justement au niveau des tempes. De suivre, et puis nous même après on ajuste. Là l'opticien a un travail d'ajustage qui est très important chez un bébé. Parfois vous vous retrouvez avec un bébé qui n'a pas vraiment la morphologie aucune lunette va correspondre. À nous de la travailler un petit peu. D'où le métier de l'opticien, de l'ajuster. Oui, ça on chauffe, on déforme. Je pense que très clairement on avait une petite avance technique au niveau même international grâce à ces dépistages, parce que l'acétate, enfin les montures en plastique, représentent en France, on va dire 95% de nos ventes, mais dès qu'on sort des concepts métal, ils se vendent pas, quoi. Donc, alors qu'on arrivait bien à les vendre en Allemagne ou dans les pays du nord de l'Europe, et maintenant ces pays-là aussi sont conquis par l'acétate. C'est pas seulement un phénomène de mode, je pense qu'on s'aperçoit que c'est un problème aussi de faire attention à ce que l'enfant ne se blesse pas, de sécurité aussi. Donc un opticien nous a fait part de sa difficulté d'avoir du choix sur les montures enfants. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? Du tout. Pas du tout. Vous estimez qu'il y a suffisamment de choix? Tout à fait. Geoffroy également, vous travaillez avec plusieurs fournisseurs de manière à constituer un choix suffisant pour les opticiens qui choisissent de faire de l'enfant. Tout à fait. Et aujourd'hui, effectivement, je pense que les opticiens spécialisés arrivent à trouver tout type de monture, en tout cas, on parlait de 0 à 7 ans, de 0 à 10 ans, en fonction des critères morphologiques de chaque âge. Alors effectivement, l'opticien, sur certains visages peut-être un peu spécifiques, parfois devient un petit peu artisan, on va dire, mais ça fait aussi partie de sa spécificité. Donc aujourd'hui, l'offre en France, notamment grâce à Opal, parce qu'effectivement, vous évoquez 12 licences. Il n'y a pas qu'Opal en plus. Donc, non, il y a plus, il n'y a pas qu'Opal. Il y a une belle offre. Il y a une belle offre qui n'existait pas il y a 20 ans, de toute façon. Oui. Encore moins il y a 30. Les opticiens aujourd'hui ont largement le choix pour reconstituer une offre digne de ce nom. Tout à fait. Et d'autant plus, effectivement, comme disait le docteur Couder a raison, la mode nous aide aussi. Voilà, effectivement, c'est vrai qu'il y a 10 ans, c'était difficile, ou il y a 20 ans, c'était difficile de mettre une monture acétate sur le nez d'un enfant parce que la mode n'était pas du tout à l'acétate. Aujourd'hui, ces formes hautes, cette matière sont vraiment très prisées, donc on trouve plein de choses. Et vraiment dès la petite enfance aussi.
Si je peux me permettre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est on choisit pas, quand on choisit une lunette pour un enfant, on choisit pas selon la marque. On choisit vraiment la lunette selon la morphologie de l'enfant. Effectivement. Donc ça, c'est alors quand même, c'est un bon point pour nos opticiens, puisque selon notre sondage, les 3/4 d'entre eux donc s'attachent avant tout aux spécificités techniques des montures et pas à la marque. Donc c'est quand même, il y a quand même 25% qui s'attachent à la marque. Mais c'est vrai que alors, je pense qu'il y a un compromis à trouver en magasin, parce que évidemment l'enfant lui est un petit peu attiré par la griffe. Après, derrière, le travail de l'opticien, c'est vraiment d'essayer de sortir la notion de griffe pour l'orienter vers la bonne forme, effectivement. D'accord. Alors après, quand vous trouvez la bonne forme et la marque qui plaît à l'enfant, vous êtes fantastique. Que du bonheur. Parce que vous, François, vous avez choisi vraiment de travailler les licences. Donc ça veut dire que la marque est quand même un sujet important pour le petit client et ses parents. On s'aperçoit que la marque ne fait pas tout, loin de là. J'en veux pour preuve qu'on est en train de travailler sur une collection avec notre savoir-faire de plus de 20 ans, une collection Opal, proprement dite, avec notre propre marque qui reprendra un peu l'inventaire de tous les avantages qu'on peut retrouver sur une monture qui aura pas de marque, mais qui sera vraiment la marque technique pour l'opticien destinée à l'enfant. Et c'est vraiment très important parce que on cherche pas, les enfants cherchent pas à avoir des gros placards sur les branches. Par contre, une petite reine des neiges ou chose comme ça, donc ça forcément c'est un avantage. Mais il faut avoir, comme vous le disiez tout à l'heure, la bonne forme dans la bonne marque pour pouvoir attirer les enfants. D'où le choix. D'où l'importance d'avoir le choix. Pour répondre à la question de l'opticien, il faut quand même avoir une certaine quantité de montures pour aborder l'enfant. On n'aborde pas l'enfant avec 20 lunettes enfants en magasin.